Mon cher Alain, je voudrais te dire d'abord que je ne te remercie pas. Je ne te remercie pas parce que tu m'as fait prendre conscience de deux choses. La première, c'est que entre l'embryologie et la sociologie, il n'y avait pas la place pour grand-chose d'autre. Et la deuxième chose, c'est que je comprends finalement la position de certains hommes qui résistent encore à la parité. Lorsque les femmes sont là et à ce niveau-là, je dois dire que le commentaire est difficile. Et finalement, je vais essayer à travers, je dirais, un survol de ce que l'on peut penser à la fois de la recherche sur les cellules souches, un survol sur la recherche et son organisation, un survol aussi de ce qu'est ou ce que pourrait être une démocratie où la place de la science serait pleine et entière. Je veux dire, j'essaierai d'introduire quelques commentaires sur ce qu'ont pu dire et Madame Novotny et Madame Le Douarin, que je regrette de ne pas avoir eu comme professeur de sciences naturelles au lycée de Caen. Ma carrière eût peut-être été différente. Alors, si chercher est incontestablement une liberté, la recherche est-elle libre? Et se poser une telle question, c'est s'interroger à la fois sur l'éthique, sur l'information et aussi sur notre environnement. Car la liberté n'est pas synonyme de solitude, elle n'est pas non plus synonyme d'isolement. Un chercheur est bien un homme parmi les autres hommes. Au sein d'une société dont l'évolution vers le progrès se heurte parfois à la loi, on l'a vu, aux craintes, vous y avez fait allusion et on y reviendra, aux dogmes, mais aussi aux convictions, et Madame Le Douarin vient d'en parler. Et dans ce cadre, effectivement, la médecine régénérative et les cellules souches occupent une place symbolique. Chacun d'entre nous est un être potentiellement blessé ou malade. Et je pense que chacun d'entre nous répondrait oui s'il était interrogé sur le recours éventuel à une médecine réparatrice ou à une médecine substitutive, susceptible de reconstruire ou de remplacer. Mais si l'on venait à s'enquérir ensuite du comment, alors sans doute le front uni se fragmenterait. Et on peut considérer que la finalité est acceptée, mais que les moyens sont discutés. En autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches, je pense profondément que c'est un signe de progrès et de confiance qui a été donné. Progrès, car c'est l'ouverture sur la recherche cognitive. Confiance, car depuis plus de 10 ans, patients, chercheurs, cliniciens attendaient que la France prenne toute sa place dans un domaine qui sera sans doute l'un des piliers de la médecine de demain. Certes, il faut reconnaître que les équipes françaises avaient largement montré leur niveau et de compétence et d'exigence, puisque depuis 2004, 4 projets seulement avaient été rejetés par l'Agence de biomédecine, alors que 64 projets avaient été autorisés. Mais dans le même temps, le potentiel français de recherche
avait été freinée, la loi en vigueur limitant les échanges de savoir et la coopération internationale. Ce sont des années qui ont passé sans formation de chercheurs, sans financement, alors que l'Europe, depuis le 6e programme cadre de recherche et de développement, soutenait les projets de recherche sur les cellules souches, quelles qu'elles soient, favorisait la coordination, créait une banque répertoire afin d'optimiser l'exploitation des lignées existantes de cellules souches embryonnaires. Mais, et tout le monde s'accorde là-dessus, ce développement ne se conçoit que s'il est respectueux d'un code de bonne conduite basé sur des principes éthiques stricts. Et en ce sens, dans sa décision du 1er août 2013, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions nouvelles ne méconnaissaient pas le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Passant d'une interdiction avec possibilité de dérogation à un principe d'autorisation encadrée, le législateur a bien entouré la délivrance de ces autorisations de recherche de toutes les garanties effectives. L'autorisation de la recherche à visée cognitive sur l'embryon et les cellules souches donne aussi un nouvel élan à la France de la recherche et des cliniciens, une espérance aux patients et aux associations de malades, une perspective à l'innovation, à la création et, ne l'oublions pas, et je vais y revenir, à l'emploi. C'est également le sens de l'agenda stratégique de la recherche 2020. C'est le sens de la reconnaissance et de la priorisation de la filière des industries et technologies de santé. Il serait, à mon sens, absurde aujourd'hui de nier l'importance de rapprocher recherche fondamentale et recherche appliquée. La première, tout naturellement, imbibe la seconde contribue au moins partiellement à dynamiser la première. Et la thérapie cellulaire, comme la médecine régénérative, sont des éléments clés du développement de demain. La France doit trouver pleinement sa place, car elle a d'ores et déjà à sa disposition un fort potentiel représenté par près de 20 clusters de recherche. Et les enjeux économiques sont considérables. Méditons un instant sur ces chiffres. Évalué à 3 milliards de dollars en 2015, le marché émergent de la thérapie cellulaire a un potentiel de croissance qui est évalué à 20 à 40% par an. Il atteindra 10 milliards de dollars en 2020. Sur les 2185 essais cliniques utilisant la thérapie cellulaire à l'heure actuelle, 63% ont lieu aux États-Unis, 25% en Europe. Et en Europe, la France n'accueille que 14% d'entre eux. Le dernier numéro d'une prestigieuse revue de médecine britannique, le Lancet, est consacré largement aux avancées dans le domaine des propriétés réparatrices des cellules souches et des espoirs engendrés par les thérapies cellulaires. Je vous invite à lire ces deux articles tout à fait passionnants. Actuellement, et je me réfère à ce que je connais un peu, 8 essais sont en cours dans une maladie du système nerveux central qu'on appelle la sclérose en plaques. Les essais pourraient être étendus à d'autres affections neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson. Et ces approches
quand on y réfléchit, ont un double intérêt. D'une part, elles s'attaquent à un processus pathologique beaucoup plus diffus dans son extension, dans les lésions cellulaires, qu'on ne l'estimait il y a encore quelques années, où on pensait que la maladie de Parkinson se limitait à la destruction de certains îlots cellulaires. Ça n'est plus la vision, et de loin, d'aujourd'hui. Mais d'autre part, et c'est particulièrement intéressant dans le cas de la sclérose en plaques, elles font appel non seulement aux capacités de différenciation des cellules souches, c'est clair, mais aussi à leurs propriétés immunosuppressives et à leurs propriétés immunomodulatrices. Et donc, la France doit s'ouvrir à ces essais. Pour cela, pour insuffler ce dynamisme nouveau, nous devons, d'une part, développer davantage la culture même du transfert, et d'autre part, lever des verrous structurels qui constituent autant d'obstacles et sont responsables du faible impact économique de notre recherche publique. Défaut de culture de l'innovation, modestie du soutien à la création et à la croissance de petites entreprises innovantes, règles stérilisantes de gestion de la propriété intellectuelle. Cela passe aussi par un nouveau regard sur ce qu'on appelle le crédit impôt recherche, étendu maintenant à l'innovation. Ce crédit impôt recherche, il s'adresse aussi bien à la recherche appliquée qu'à la recherche fondamentale. Il a été créé comme étant un outil de lutte contre les délocalisations. Et il est considéré comme donnant un avantage de coût significatif aux entreprises qui ont des activités de recherche et de développement en France. Toutefois, et là la critique est lourde, ce crédit impôt recherche a bénéficié avant tout aux grands groupes français, au détriment des petites entreprises, sans pour autant augmenter l'attractivité de la France, ni accélérer le recrutement de jeunes chercheurs. Un regard nouveau est donc nécessaire au sein de ce nouveau dynamisme qui passe aussi, et je sais que ce sujet est cher à M. Haroche, que je salue ici, la valorisation du doctorat. La nouvelle loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche permet l'accès des docteurs au corps de la haute fonction publique, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Et le doctorat sera reconnu comme une expérience professionnelle de recherche dans les conventions collectives. Recherche, innovation, transfert, développement, tel est le sens dans lequel nous devons nous orienter, mais c'est une vision du temps long, qui comporte en effet un temps non défini, comme le disait Madame Le Douarin, où la recherche n'est pas finalisée. Cette approche, cette recherche dite exploratoire, sans application immédiate, reste au cœur de la stratégie scientifique nationale. Le pilier scientifique, excellence scientifique de la programmation européenne 2020, dédiée à la recherche en amont, en est aussi l'illustration. Et en France, en 2014, 50% des financements de l'Agence nationale de la recherche soutiendront la recherche fondamentale. Mais, et je souhaiterais un peu terminer par là et rejoindre le thème de cette réunion, notre société a de ces questions une approche qui est très événementielle. J'ai été très intéressé par les propos qu'a tenus Madame Novotny sur la crainte. En France, plus de 90% de nos concitoyens font confiance à la recherche et aux chercheurs.
En revanche, 80% d'entre eux s'estiment insuffisamment informés ou consultés sur les enjeux de la recherche. Ceci s'explique. Les aléas climatiques, les accidents industriels, les crises sanitaires constituent autant de filtres et de causes de défiance vis-à-vis de la recherche, et pour certains, comme vous le disiez, Madame, des soi-disant progrès qu'elle génère. D'ailleurs, 2 de vos sessions consacrées, l'une au gaz de schiste et l'autre au changement climatique, illustrent bien l'importance que l'on peut avoir de cette question. Expertise, responsabilité, indépendance, voilà 3 mots qui, dans notre histoire médicale récente, sont assimilés à celui de scandale. Si le chercheur conserve son auréole, c'est qu'il est considéré comme étant l'acteur de sa recherche, mais il n'est perçu ni comme un passeur, ni comme un décideur. Et j'ajouterai, et je rejoins là les propos que tenait Madame Novotny il y a un instant, c'est finalement quelque part la crainte de ne pas maîtriser la trajectoire d'une découverte. Et j'y vois dans cette direction 2 éléments de réflexion. Le premier de ces éléments, c'est la mainmise de la finance et du profit, sur la découverte. Loin de l'objectif initial et de ce que s'est assigné le chercheur dans son laboratoire. Mais c'est aussi, et vous l'avez dit très bien, Madame, les conséquences sociales de la découverte dans un pays aujourd'hui fragilisé. Et moi, je soumets à votre réflexion, et en particulier à la tienne, mon cher Alain, le fait que finalement, quelque part, la liberté du chercheur, à laquelle nous sommes tous très attachés, suppose quelque part qu'il y ait un engagement social du chercheur. Je reviens un instant sur cette notion de continuum, et je pense que le chercheur va donc être amené à s'impliquer probablement encore davantage dans le développement et les applications de sa recherche. Il participera aussi à ce dont notre société a besoin et que vous avez su initier tous ici, professeurs au Collège de France, avec tant de brio, la diffusion de la connaissance. L'information doit accompagner, escorter le progrès, car la confiance naît du partage du savoir et aussi de ses incertitudes. Mais cette information, elle ne peut pas être brute. Elle doit être expliquée, mise en perspective à chaque fois, autant que cela est possible, dans ses diverses dimensions humaines et sociales. La médecine régénérative constitue dans ce domaine un bon exemple, puisqu'elle conduit à réfléchir aussi bien à la notion de personne humaine qu'au bouleversement potentiel que peut offrir cette médecine de demain. Et si vous me permettez, en conclusion, je dirais qu'en ce temps de doute, de repli sur soi, le progrès scientifique expliqué, concrétisé dans sa finalité, constitue, je crois, un pilier sur lequel pourrait s'appuyer une société dont on souhaite qu'elle soit un jour plus confiante et plus généreuse, pour aboutir à ce que Edgar Morin appelait d'une jolie formule une démocratie cognitive. Je vous remercie.